Alors, depuis le 19 mars 2019, tous les rouages humains du service public de la santé se sont mis en grève afin d'obtenir la satisfaction de leurs revendications autour de 3 axes, à savoir la réouverture des lits et des capacités d'accueil des hôpitaux, la revalorisation des salaires, l'amélioration des conditions de travail. Mobilisés depuis 1 an, les personnels hospitaliers n'ont jamais obtenu gain de cause, alors qu'ils alertaient sur un système à bout de souffle. Il n'y a pas d'argent magique, avait répondu le président. À la suppression de 4 418 lits d'hospitalisation ces 2 dernières années et 100 000 lits les 2 dernières décennies, il rétorquait « vous dites des bêtises ». Pourtant, il y avait 11 lits d'hôpital pour 1000 habitants en 1981, il n'en reste aujourd'hui que 6,5. Les 2 tiers des maternités ont fermé, les services d'urgence sont saturés, l'accès aux soins est difficile et il existe un manque criant de personnel. La guerre contre le virus date du 14 mars 2020. Celle contre l'hôpital public et les autres services publics dure depuis 40 ans. Afin de rentrer dans le carcan de 3% de déficit prévu par Maastricht, les réductions permanentes des dépenses de santé publique, les mises en concurrence entre établissements, les logiques de rentabilité, les managements dignes d'entreprises privées, les partenariats publics-privés ont été imposés par les néolibéraux. Le malade n'est plus au centre de notre système de santé, ce sont les préoccupations budgétaires. Depuis le début du mandat de Macron, 12 milliards d'économies ont été faites sur le dos de la santé, dont 4 sur celui des hôpitaux. La conséquence immédiate en est la pénurie. La stratégie du gouvernement face à la pandémie n'a été qu'une question de pénurie. Elle résulte des choix politiques faits ces dernières années. Notre système de santé est à bout de souffle, incapable de prendre en charge les malades gravement contaminés, qui a justifié le passage au confinement. Le passage au confinement a été une arme contre le virus d'une efficacité relative. Ce fut une réponse dégradée. Depuis 1 an, les personnels hospitaliers crient leur souffrance au travail. Le burn-out, les maladies musculo-squelettiques, le passage de 8 à 12 heures de travail, les démissions. Aujourd'hui, un pas de plus a été franchi. Les syndicats estimaient que 63% des établissements manquaient de protection individuelle, soit 81% des personnels. Des sacs poubelles ont remplacé des surblouses, des masques FFP2 totalement absents. Nous avons manqué de tout. Malgré ces protections insuffisantes, les directions ont refusé de mettre en place des dépistages systématiques. Conséquence de cela, plus de 12 000 personnels soignants ont été contaminés. Ce sont des enquêtes des syndicats. Les chiffres officiels n'existent pas. La proportion de soignants infectés serait 11 fois supérieure à celle de la population générale. Pire, 15% des syndicats affirment que des soignants contaminés par le SRAS-CoV-2 étaient maintenus au travail. Ce chiffre passe à 20% dans les EHPAD. Fait marquant, la médecine du travail s'est révélée totalement défaillante. Se pose la question de son manque de moyens et celle de son indépendance. Applaudi tous les soirs à 20h, notre personnel de santé est devenu héros. Il nous faut y associer tous ces métiers indispensables au fonctionnement de notre société, tous ces métiers qui ont subi une dévalorisation de leur image, de leur rétribution, de leur statut, de leur protection sociale et de leur travail précaire. Ce sont ceux-là même qui ont coloré de jaune les robots. Ces métiers que l'on dit non qualifiés sont les plus utiles. Ils contribuent à notre survie. Ils sont les plus exposés. Ils nécessitent une reconnaissance sociale et salariale. Les femmes ont été en première ligne car surreprésentées dans ces métiers et 2 fois touchées par le risque de contamination et la sous-rémunération. Le jour d'après devra prendre en compte ce dysfonctionnement de notre société. L'holocauste de la planète a favorisé le passage du réservoir du SRAS-CoV-2 à l'espèce humaine. Le Covid-19 a une contagiosité, représentée par le taux
de reproduction de base est évalué à 2,2, à comparer au 3,3 du SRAS de 2002 et 1,4 pour la grippe saisonnière ou du 12 à 18 de la rougeole, ce qui en fait un virus de contagiosité modérée. L'expérience chinoise relevait un taux de létalité de 0,3%. C'est un chiffre comparable aux 0,1% des grippes saisonnières, à comparer bien loin du 13,2% du SRAS de 2002 et du 54% d'Ebola, ce qui en fait donc un virus à létalité modérée. Alors pourquoi 30 000 morts en France? Pourquoi 30 000 morts uniquement à l'hôpital et dans les centres médico-sociaux pour une population de 65 millions d'habitants? Quand le Portugal en dénombre 1447 pour 12 millions d'habitants, l'Allemagne 8840 pour 83 millions d'habitants et le Japon 917 décès pour 126 millions d'habitants. L'Allemagne et le Japon sont connus pour avoir des populations âgées. Le confinement y a été beaucoup moins sévère que chez nous. Les bars, restaurants, ils sont restés ouverts. L'âge n'est donc pas la cause du décès. La situation italienne montre que 99% des malades décédés présentaient de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Il faut bien rechercher les causes dans ce que l'OMS appelle la pandémie de maladies chroniques. La France, alors dans la pandémie de maladies chroniques, la France compte 26 millions de malades chroniques souffrant d'obésité, qui est la cause du diabète, de l'HTA, de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Ce sont eux qui sont principalement retrouvés en réanimation. En 10 ans d'alerte par l'OMS, nous n'avons pas pris en charge ces patients de façon convenable. Nous n'avons pas fait de prévention. La deuxième cause de ce fort taux de décès est l'état déplorable dans lequel se trouve notre système de santé. Le manque de lits, de matériel, de personnel, etc. Fort heureusement, notre région a été peu impactée par cette pandémie. 400 cas avérés, 94 décès, dont 13 ALS. Le SRAS-CoV-2 disparaît doucement, avec 0,5% de tests qui reviennent positifs, même si quelques clusters peuvent apparaître. Les pathologies chroniques découlant du surpoids sont les maladies de la pauvreté. Le profil de santé d'ALS fait apparaître des taux de mortalité prématurée très élevés. Les taux d'affection de longue durée, et surtout celui du diabète, sont bien supérieurs aux références nationales. Les indicateurs décrivant les déterminants sociaux de santé témoignent d'une vulnérabilité sociale de la population. Les emplois précaires, les familles monoparentales, le taux de chômage jusqu'à 26%, le taux de pauvreté des ménages de 30%. Seulement 34% des ménages sont imposés. 40% des jeunes sortent de l'école sans diplôme. 23% de la population bénéficient de la CMI. 15% des logements sont insalubres. Avec un médecin de ville pour 2000 habitants dans l'agglomération, l'offre de soins de ville est très faible et confirme cette situation sanitaire très dégradée. L'hôpital accuse un déficit comptable de 4 millions. Fortement endetté, il s'est consacré uniquement aux soins des malades du Covid-19. Et nous pourrons être inquiets sur les conséquences financières de la faible activité des 2 derniers mois d'épidémie. Puisqu'on sait que l'hôpital est essentiellement financé à l'activité. Pendant l'épidémie, celui-ci a perdu un pédopsychiatre, un cardiologue, un ophtalmologue, un chirurgien, un neurologue, un gynécologue, un psychologue, 7 cadres de santé ont démissionné. Le service des urgences est débordé par l'affluence des patients, doit subir une restructuration architecturale, mais il n'est pas envisagé d'investissement de matériel ni d'embauche de personnel, ce qui a pourtant cruellement manqué pendant cette crise sanitaire. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement souhaite poursuivre la même politique et mettre en œuvre la loi santé 2022 et pourrait en accélérer sa mise en œuvre. Ainsi faire disparaître 300 hôpitaux de proximité avec fermeture des services d'urgence, de chirurgie, de maternité. L'hôpital d'Alès pourra-t-il résister à cette volonté politique? Les Français les ont applaudis. Le pouvoir leur a promis des médailles.
un 14 juillet même, et une prime de 1 500 € pour 40% des soignants de l'hôpital d'Alès, et 1 000 € pour les salariés des EHPAD. Pas pour tout le monde, et pas la même somme. Sur quels critères seront-ils choisis? On leur offre en plus un Ségur de la santé. Grande messe de communication, au départ chaotique, aux invités choisis dans laquelle n'apparaît aucune volonté de corriger les erreurs du passé. Aucun signe de changement de stratégie politique. L'hôpital public et la santé dans sa globalité est exsangue et ne réussit plus à assurer son rôle de service public, mettant en cause l'égalité d'accès, d'accueil de soins de qualité. Il est urgent d'exiger une politique de santé publique qui réponde aux besoins de toutes et tous partout. Il nous faut reconsidérer l'organisation de notre système de santé. La facture est énorme pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Pourtant, l'ODAM a été maintenue. La loi de financement de sécurité sociale ne répond pas à l'exigence de l'augmentation nécessaire de cette loi. Cette crise sanitaire a montré de façon criante que la marchandisation de la santé et des stratégies politiques laissent exsangues les services publics qui prennent en charge les souffrances de la population. La santé et l'action sociale sont impactées par les politiques d'austérité. La loi de finances agit sur les finances des collectivités territoriales qui sont aussi les financeurs considérables des secteurs sociaux. La protection sociale nécessite une refonte de son financement. L'hôpital public et la santé doivent entrer dans le cadre régalien des prérogatives de l'État. Repenser notre système de soins, c'est aussi créer un pôle public du médicament. C'est partout faire entrer la démocratie, associer les soignants, patients, élus, les associations, les comités de défense dans les prises de décision. Le comité de défense et de promotion de la santé dans le bassin alésien appelle les habitants du bassin à manifester le 16 octobre à 13 h devant l'hôpital. Avec... Pardon ? Le 16 juin. C'est dire ? Oh non, c'est ton oreille. C'est son oreille. Je vous le dirai quand je regarderai. Avec les personnels de santé, nous demandons l'arrêt des fermetures des lits, la réouverture de ceux supprimés et la réouverture des structures de proximité, l'embauche immédiate de 100 000 soignants à l'hôpital et la création de 200 000 postes dans les secteurs médicaux et médico-sociaux. Une augmentation de 20% du point d'indice de la fonction publique hospitalière, une formation de qualité pour le personnel soignant, la reconnaissance des qualifications de chacune et chacun, la reconnaissance de la pénibilité des métiers du soin. On demande aussi une augmentation corrective de l'ODAM 2020 au minimum de 5% par rapport à celle de 2019. Une augmentation du budget des hôpitaux, la suppression de la dette, la suppression des taxes sur les salaires. Et nous resterons bien sûr vigilants quant à la restructuration du service des urgences d'Alès et quant au remplacement du personnel qui est parti. La crise sanitaire passée a laissé un vaste chantier devant nous qui consiste à rebâtir un nouveau monde qui doit satisfaire les besoins sociaux, culturels, les besoins d'épanouissement, de bien-être de nos citoyens. La santé est au carrefour de toutes ces attentes.